On a inventé les remparts, on a compris qu'il fallait creuser en dessous pour les faire tomber. L'humain a toujours inventé des sécurités et il y a toujours eu quelqu'un pour se dire mais je peux le contourner comme ça ce système. Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Aujourd'hui, on part sur le terrain à la rencontre d'experts en cybersécurité. Je dis on part car je ne serai pas tout seul. Justin de la chaîne Le.Sécu part avec nous et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir interviewer ces personnes-là. Justin, tu nous fais un petit topo juste avant de partir? Les victimes des cyberattaques sont variées. Il peut s'agir par exemple de gouvernements, comme le gouvernement israélien en 2009, ou alors le ministère des Affaires étrangères saoudien en 2013. Il peut s'agir aussi d'entreprises comme Sony en 2014 et Yahoo en 2016. Les attaques peuvent aussi toucher le domaine de la recherche, comme par exemple celui de la NASA en 2011. Parfois elles visent aussi le secteur militaire, comme l'OTAN en 2011 ou le département de la défense américaine en 2017. Enfin, il y a la prolifération de virus, comme par exemple le malware WannaCry, qui a été extrêmement médiatisé. Il a touché à peu près 300 000 machines dans 150 pays. Des particuliers peuvent aussi être touchés par ce que l'on appelle des cyber-arnaques. Un grand nombre de pays africains est accusé de développer ces méthodes, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun ainsi que d'autres pays du Golfe. D'ailleurs, dans la première vidéo de Micode, c'est justement un de ces réseaux-là qu'il arrive à infiltrer. Si on reprend l'ensemble des menaces cybercriminelles, voici les pays qui en génèrent le plus. Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Chacun génère entre 5 et 20% des cybercrimes. Des centres ont été créés pour faire de la prévention, de la sensibilisation et pour lutter contre la cybercriminalité. Les plus gros se trouvent aux États-Unis, à Tallinn, à La Haye ou encore en France avec l'ANSSI, dont on va interviewer quelques personnes tout à l'heure. Bon, on finit de se préparer et on se retrouve sur le terrain. Allez, à tout de suite. Il peut y en avoir divers et variés, enfin, il y a toute une pléthore de travail à l'heure actuelle que l'on peut faire dans le monde de la cybersécurité, que ça soit... par contre, on va distinguer deux composantes, on va avoir les milieux qui vont être de l'attaque, donc on va chercher à simuler des attaques pour identifier des faiblesses, et il va y avoir l'autre partie qui va être la défense. On a un grand panel de métiers, une grande diversité de métiers au sein de l'agence qui regroupe justement un peu tous ces aspects qu'on peut voir dans la cyber. Donc moi je parlerai plutôt pour la partie opérationnelle et technique, où là on a vraiment deux grands pans. Ceux qui s'occupent plutôt de répondre à des attaques informatiques, alors à tous les stades, c'est-à-dire développement de la connaissance, pour commencer, détection des cyberattaques, et puis ensuite vraiment chaîne de traitement des incidents. Donc là on entend investigation numérique, rétroconception de logiciels malveillants, etc. Et puis on a l'autre pan qui est plutôt l'expertise, le domaine de l'architecture de systèmes d'information sécurisés, où là on retrouvera des chercheurs, des développeurs, des urbanistes, des architectes qui vont véritablement faire des recherches pour sécuriser les systèmes et les produits qui sortent et qu'on voit régulièrement que les utilisateurs utilisent. Après, au niveau de l'attaque, là, on va avoir quand même des familles un peu plus claires sur tous ceux qui vont chercher des vulnérabilités dans les logiciels, dans les infrastructures, enfin plus dans tout ce qui est logiciel, système d'exploitation, qui vont ressortir justement donc, des exploits, des codes qui vont permettre de tirer profit d'une vulnérabilité. Ils vont se servir de leurs connaissances, des outils d'exploitation qui sont à disposition pour comprendre une application ou un environnement et en chercher les failles pour arriver à un but donné qui en général est déterminé avant avec la personne qui se fait auditer. Alors déjà à RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou CISO pour la partie anglaise, il fait rien tout seul déjà premièrement. Donc on peut aller côté gouvernance vers des stratégistes ou des responsables des risques ou ce genre de choses. Mais après, on a forcément besoin de gens beaucoup plus techniques. Donc on va aller sur des analystes, sur des pentesters, donc des gens qui font beaucoup de tests d'intrusion pour essayer de trouver des failles dans les systèmes d'information. On va être sur des spécialistes réseau, des ingénieurs en sécurité, en système d'information globalement. Tous les métiers informatiques sont nécessaires pour pouvoir appliquer des règles de sécurité. À l'ANSSI, c'est beaucoup d'ingénieurs. C'est une agence qui est majoritairement composée d'ingénieurs et qui aujourd'hui compte au total plus de 550 agents. Mais il y a d'autres métiers à l'agence parce que les missions de la cybersécurité ont évolué avec le temps.
Et on retrouve maintenant des métiers dans des missions telles que celle de la sensibilisation au profit du grand public, des entreprises, des administrations, des métiers de coopération. On travaille très étroitement avec un certain nombre d'acteurs, les collectivités locales, les entreprises, les partenaires étrangers et des organisations internationales dont la France est partie, telles que l'Union européenne. Il y a la gestion de risques aussi, la gestion des crises, la réglementation, enfin bref, un panel de métiers aujourd'hui très large. Donc être expert en cybersécurité aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire être uniquement ingénieur. En allant travailler le matin, j'ai une journée type. Et puis ça se passe jamais comme prévu. Ça, je pense que chaque RSSI est capable de le dire. Après, voilà, on peut dire que sur une semaine, on a à peu près, voilà, ça se répartit entre de la veille, et ça c'est obligatoire, en vulnérabilité, presse. Puis après, bon, voilà, on fait énormément de projets de sécurité pour améliorer constamment le niveau de sécurité de son entreprise. Et on fait ça par rapport à des analyses de risque. Ça occupe très franchement 50% du temps, cette mécanique d'analyse de risque, d'interview, de prise d'infos, d'analyse de mesures de sécurité à implémenter et quoi mettre et quoi faire, quel projet mener. Et mener le projet, c'est un gros 50%. Il va y avoir quelque chose comme 15 ou 20% de sensibilisation, conseil, évangélisation, voilà, discussion. Non, il ne faut pas faire ça à B parce que voilà, il y a énormément de discussions avec les personnes. Et puis le reste, c'est le tout courant. Hein. C'est est-ce que je peux, je sais pas moi, aller sur tel site qui est interdit? Est-ce que je peux brancher tel machin que je peux pas brancher? Est-ce que et pourquoi tu veux pas qu'on fasse comme ça? Et voilà, donc voilà, une grosse partie de qualification, de conformité à la politique de sécurité, etc. Puis bon, il y a tout change au fur et à mesure de la journée, quoi, évidemment. Dès qu'on a prévu quelque chose, de toute façon, ça se passe jamais comme ça. Plus qu'une journée type, c'est plus des missions type, parce que c'est segmenté. C'est des petits projets qu'on fait en sécurité. Ça peut pas être du développement, on va bosser 6 mois sur un logiciel, etc. Là, on est plus sur 1 semaine, 2 semaines, en règle générale. Hein. Et on va avoir la première phase qui va être de la chefferie de projet, donc là c'est plus s'occuper du client, donc il y a des chefs de projet qui sont dédiés à ça, ou des fois c'est le consultant qui peut le faire, donc c'est plus communiquer avec le client pour les prérequis de la mission, etc., s'organiser en fait tout simplement. Il y a les missions qui démarrent, donc là on va avoir des interactions plus ou moins fortes avec le client, suivant ce qu'il veut. Il y a des clients qui sont vraiment ultra réactifs, qui veulent absolument savoir tout ce qu'on trouve à l'instant T, et le rapport c'est histoire de faire beau derrière, donc on va être vachement proche du client. Et des fois il y a d'autres clients qui sont un peu plus détachés parce que c'est des grosses sociétés, ils ont des process. Dans ce cas-là, on fait un point à la fin de la mission en disant bah voilà, c'est bien, c'est pas bien, voici les axes d'amélioration. Donc ça c'est la deuxième phase, faire la mission. Et la troisième phase, ça va être le rapport. Donc ça c'est la partie pas très fun, c'est du Word tout simplement, des PowerPoint. Et tout simplement parce que ce que nous on a trouvé, ce qui est dans notre tête, il faut qu'on puisse l'expliquer à des gens qui sont pas forcément techniques. Et c'est le rôle du rapport et de faire des restitutions derrière, etc. Donc voilà, c'est 3 phases. Et on répète ça toutes les semaines avec un panel de missions qui est assez varié. Ce qui s'est passé en juin dernier avec WannaCry / NotPetya, les deux, on va dire, propagation de logiciels malveillants assez rapide, c'est certainement qu'un avant-goût. Alors nous, ça nous a bien occupé, mais ce qu'on redoute aujourd'hui vraiment à l'ANSSI et plus particulièrement au centre opérationnel, c'est la cyberattaque qui mettra à genoux des activités vitales de la nation, transport, énergie, santé, et qui véritablement menacera des vies humaines. Aujourd'hui, c'est ça qu'on redoute. Et le jour où ça arrivera, on croise les doigts que ça n'arrive pas, mais le jour où ça arrivera, on se retournera vers l'ANSSI et ce jour-là, il faudra être prêt. À l'ANSSI, on a l'habitude on a une phrase qu'on aime bien évoquer, c'est en matière de cybersécurité, la meilleure défense, c'est la défense. Et c'est ça notre mission, sur 2 axes principalement, la prévention d'une part et la réaction. En matière de prévention, il y a pas mal de choses à faire, c'est difficile de tout évoquer, mais c'est d'abord comprendre la menace et les vulnérabilités. C'est aussi garantir un certain niveau de sécurité des équipements, mais aussi des services numériques que l'on utilise tous les jours. C'est aussi disposer de produits et de solutions de cybersécurité et de services de cybersécurité. Aujourd'hui, les entreprises, mais aussi les citoyens ont besoin de pouvoir se tourner vers des interlocuteurs pour se faire aider à la fois à prévenir, mais aussi, dans certains cas, à se faire assister en cas d'attaque. La sensibilisation, c'est très important. On revient toujours sur ce sujet-là, mais l'essentiel, c'est d'abord d'avoir une bonne hygiène informatique,
pour prévenir les attaques? Évidemment, on a notre équipe de cyberpompiers. On a les cyberpompiers qui vont se déplacer chez une victime, aller qualifier un incident et aller suivre l'ensemble du projet, de la qualification à la remédiation. Maintenant, c'est vrai que la réaction, elle se situe aussi un petit peu, alors j'appellerais pas ça de la prévention, mais ce qu'on essaye de faire, en tout cas au centre opérationnel, c'est de pouvoir anticiper sur les mouvements de certains attaquants. Et comment on anticipe? C'est relativement simple, c'est certainement simple à dire, beaucoup moins simple dans la réalité. C'est de développer de la connaissance sur la menace qu'on a en face. Comment évoluent les attaquants, quels sont leurs modes opératoires, quels sont les logiciels malveillants qui sont développés. Donc pour ça, on a des équipes à l'ANSSI qui travaillent sur ces sujets-là. Et d'autre part, c'est finalement quelles sont les vulnérabilités des systèmes d'information que l'ANSSI défend. C'est-à-dire qu'on pour ça, on fait des audits organisationnels, techniques, des tests d'intrusion. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en termes de réaction, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas seulement à aller chez des victimes pour les sauver, entre guillemets, mais on essaye de prévenir autant que faire se peut les attaques qui vont survenir demain. J'ai envie de dire, il existe deux types de personnes, ceux qui se sont fait pirater qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. À l'heure actuelle, une sécurité infaillible n'existe pas, il y a énormément de moyens de ne pas se faire détecter, donc considérer de savoir qu'on s'est fait pirater ou pas, ça a de l'importance pour une entreprise qui va pouvoir le détecter pour savoir corriger par derrière et que ça ne continue pas. Mais il n'y a aucun moyen infaillible de savoir si oui ou non on s'est fait pirater. Ouais, je vais répondre parce que c'est marrant. Moi, j'ai fait